Monsieur, bonsoir. Au menu de ce journal, la consultation sur le niveau de coopération entre la Guinée et le Japon. Les résultats ont été présentés jeudi matin au président de la République. Vous saurez tout sur cette rencontre dans ce journal. La Guinée est le plus d'ensemble sur la protection des digues de Koba. Les citoyens de cette sous-préfecture ont reçu plusieurs dons pour se protéger contre les effets du changement climatique. Et puis le crash d'avion dans lequel 11 de nos valeureux militaires ont péri. Dans ce journal, vous aurez des révélations sur les véritables causes de cet accident. Voilà pour les titres. Bonsoir, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi au Palais Sékou Touré. Plusieurs questions d'actualité étaient à l'ordre du jour. Le Conseil a notamment planché sur les préparatifs de la campagne agricole 2013-2014, suivant le compte-rendu du ministre de la Communication. Compte rendu du Conseil des ministres. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 11 juillet 2013 autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message du chef de l'État. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 9 juillet 2013. 3. Décision. 4. Divers. Au titre de son message, le président de la République a rappelé la nécessité pour les différents départements de traiter avec davantage de célérité et de diligence les dossiers. Il a invité le gouvernement à plus de synergie dans le suivi de la mise en œuvre des projets de développement et autres infrastructures socio-économiques de base. Au deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu détaillé de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 9 juillet 2013 comme suit. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction a soumis au Conseil un projet de code de la construction et de l'habitation. Dans son exposé, il a rappelé que la population de notre pays est passée de 14% en 1988 à 40% en 2002 et atteindra, selon les prévisions, 50% en l'an 2015. Cette urbanisation étant due à la faiblesse des outils de planification, de gestion et de ressources financières. Le projet de code ambitionné par le gouvernement est un recueil de dispositions législatives et réglementaires qui vise à organiser et à réglementer les activités de financement, de production, d'exploitation et de gestion dans les domaines de la construction et de l'habitation. À l'issue des débats, le Conseil a retenu la mise en place d'une commission interministérielle à l'effet d'approfondir l'examen du sujet. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part fait un compte-rendu relatif à la situation de la campagne agricole 2013-2014. À ce niveau, les points ci-après ont été évoqués. L'acquisition et la mise en place des intrants et autres fournitures nécessaires à l'appui de la campagne agricole. L'exécution proprement dite des contrats de fourniture des intrants agricoles. Les contraintes de la mise en œuvre des plans d'action de la campagne agricole. Le Conseil a souhaité un suivi régulier de ce programme d'appui rural avec un accent particulier sur l'élaboration pour les prochaines campagnes d'un calendrier plus adapté aux spécificités climatiques de nos différentes régions. Quant au ministre en charge de l'administration du territoire, il a fait un compte-rendu sur le niveau d'avancement des travaux préparatoires de la fête anniversaire du 2 octobre à Zéro-Corée en région forestière. Après analyse des points de suivi et d'évaluation des travaux exposés par le ministre, le Conseil a invité la commission interministérielle à poursuivre ses actions et soumettre un rapport à l'une des prochaines sessions. Avant de lever la séance, le président de la République a donné des informations relatives à l'actualité sous-régionale
régionales et internationales, le Conseil des ministres. Je vous le disais en titre, le chef de l'État s'est entretenu avec une délégation japonaise. Les entretiens ont permis de faire le point sur le niveau du partenariat entre les deux pays. À cet effet, les résultats d'une consultation annuelle de coopération ont été présentés au professeur Alpha Condé. Sanassi Keita. Il a été question au cours de cette audience de faire au président de la République le compte-rendu des résultats issus de la consultation annuelle de coopération entre la Guinée et le Japon. Une consultation première du genre après la TICAD, Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Une nouvelle coopération qui s'annonce fructueuse entre la Guinée et le pays du soleil levant. Moi et Monsieur le ministre de la coopération internationale, nous avons présidé la consultation annuelle de la coopération entre la Guinée et le Japon. Et justement, maintenant, nous avons rapporté nos discussions au Monsieur le Président de la République. C'était une sorte de première session de suivi de cette conférence internationale. Le directeur régional de la JICA, agence japonaise de la coopération internationale, souligne certains projets prioritaires. La JICA, c'est une organisation d'exécution des coopérations bilatérales, donc avec les pays en développement. Donc cette fois-ci, j'ai assisté à cette consultation annuelle entre le Japon et la Guinée. Et puis aussi en tant que organisation d'exécution des programmes et projets de coopération bilatérale. Donc on a parlé avec le Monsieur le Président, par exemple le domaine prioritaire comme l'agriculture, la pêche, aussi les développement de ressources humaines. Comment on peut procéder à cette coopération entre les deux pays? Une opportunité que le ministre de la Coopération internationale entend saisir pour le plus grand bonheur du pays. Nous avons eu une consultation intergouvernementale annuelle très fructueuse et qui nous a permis aujourd'hui de venir voir M. le Président, d'avoir ses recommandations, ses instructions et comment il faut mettre en place et comment il faut aller vite pour que nous puissions bénéficier dans le cadre de financement annoncé par le gouvernement japonais, cette fois-ci pour l'Afrique, dans le cadre de la TICAD, 5e conférence de TICAD. Et comme vous le savez, il était dit que le Japon souhaiterait investir plus de 32 milliards de dollars en Afrique de 2013 à 2017. Donc nous avons profité de l'occasion pour que nous puissions aller vite avec les projets, avec les activités que nous pouvons proposer à la partie japonaise pour solliciter leur intervention, leur assistance dans ce sens. L'ambition du chef de l'État est surtout de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération avec le Japon. Un pays qui compte investir plus de 32 milliards de dollars en Afrique pour soutenir plusieurs projets de développement socio-économique. Guinéens et Marocains évoluent au sein d'une commission mixte chargée de faire des propositions concrètes pour redynamiser la coopération entre Conakry et Rabat. C'est dans ce cadre justement qu'une délégation marocaine a été reçue jeudi matin par le président de la République. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré et la Joie de Cissé. Les relations de coopération et d'amitié entre la Guinée et le Maroc sont au beau fixe. Et cela s'exprime au plus haut niveau. C'est dans cette dynamique que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce jeudi 11 juillet une délégation marocaine. Nous a permis de faire un peu le point sur l'évolution des relations bilatérales. Depuis la commission mixte, il y avait beaucoup de chantiers qu'on s'est mis d'accord pour les ouvrir. On a discuté de la coopération économique, des investissements marocains en Guinée, de la coopération entre le secteur privé marocain et le secteur privé guinéen, et aussi de la coopération culturelle. Et on s'est mis d'accord sur des actions concrètes ou même la mise en œuvre d'actions concrètes déjà, c'est-à-dire sur lesquelles on s'est déjà mis d'accord pendant la dernière commission mixte.
Selon le ministre d'État aux Affaires étrangères, François Lucénifal, cette coopération a encore des beaux jours devant elle. Des relations fraternelles et amicales qui se sont développées depuis le président Ahmed Sékou Touré au général Lansana Conté, en passant par la période de transition 2008-2010 et qui se diversifie. Les travaux sur les villas des Autocases Bellevue ont pris fin. Ces travaux ont été financés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et exécutés par une entreprise marocaine. Ils ont duré 6 mois et le ministre marocain des Affaires étrangères a procédé à la remise officielle de ces villas. Francis Collier. Dans la dynamique du renforcement des liens historiques de coopération entre la Guinée et le Maroc, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a assuré la rénovation des 5 villas aux cases de Bellevue. Saeddine El Outani, ministre marocain des Affaires étrangères, dépêché par le roi Mohamed VI, a procédé à la remise officielle des infrastructures. Les travaux ont été conduits par une expertise marocaine. On a supervisé avec des compétences marocaines, et les frères guinéens. Ils ont travaillé ensemble et sur l'opération, on a procédé aussi au passage de savoir-faire. Après les 5 villas rénovées, celles de la Cité des Nations à Kaloum sont en liste, ce qui prouve à suffisance que la coopération guinéo-marocaine se porte bien. PME, Planète PME, donc l'événement s'est tenu à Paris récemment. Plusieurs chefs d'entreprise y ont pris part pour échanger sur le leadership. Une délégation gouvernementale était également présente. Sanassi Keita. Au Palais des Congrès de Paris, la Guinée avait l'honneur à Planète PME, petites et moyennes entreprises. 10 000 chefs d'entreprise se sont donné rendez-vous ici pour nouer des contacts. L'intérêt de la présence de la Guinée est bien clair. L'intérêt de la présence de la Guinée à cet événement, c'est de mettre en rapport les entreprises guinéennes qui sont jeunes avec des entreprises françaises, des PME françaises, de manière à adresser les nombreux défis de développement qui se posent dans notre pays, sachant que nous avons un tissu industriel qui est principalement composé d'entreprises évoluant dans l'informel et dans la commercialisation de produits importés. Une douzaine de délégations de pays du monde, responsables des PME, institutions et agences publiques, ont rehaussé de leur présence cette rencontre de prise de contact et de partage d'expériences. C'est le cas de la Guinée, un pays où les autorités sont résolument déterminées à soutenir le secteur privé pour créer des emplois. Depuis quelques mois, un guichet unique a été créé pour faciliter justement l'installation, l'accueil des PME, des entreprises locales et aussi étrangères. Ce pays n'étant pas très bien connu par beaucoup de PME françaises et européennes, nous a incité donc à venir parler de cette destination Guinée, surtout des projets qui doivent se mettre en place ou qui sont même déjà mis en place pour être soutenus dans le cadre du renforcement des capacités de nos artisans, des entreprises qui sont guinéennes qui sont aujourd'hui engagées dans le cadre de la modernisation de ce secteur touristique, hôtelier et artisanal dans notre pays. Soyons grands, soyons PME. C'est le slogan de ce grand rendez-vous de Paris, axé uniquement sur la promotion des petites et moyennes entreprises. L'humanité célèbre demain 12 juillet la journée de la population. Cette année, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, insiste sur l'éducation et le respect des adolescents. L'institution estime que les droits des jeunes doivent être protégés. Ramatoulaye Touré. Selon l'UNFPA, plus de 500 millions de jeunes vivent dans les pays en développement et la plupart sont victimes de problèmes sociaux comme le mariage précoce. D'autres ne sont même pas scolarisés. C'est pourquoi cette année, l'institution a misé sur les grossesses précoces des jeunes filles comme thème de la célébration de la population. Si elles disposent des savoir-faire et des opportunités voulues, elles peuvent investir en elles-mêmes, dans leur famille et leur communauté. Dans les pays en développement, environ 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance chaque année. Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont souvent cause de décès. Et cela peut avoir une incidence sur le développement de ces pays.
Les grossesses d'adolescentes ne sont pas seulement une question de santé, elles sont aussi une question de développement. En Guinée, l'analphabétisme et la pauvreté sont les causes principales de ce fléau. Il faut noter qu'une loi sur la santé de la reproduction met l'accent sur les mutilations génitales. En plus de ces efforts appréciables du gouvernement, il faut signaler que briser le cycle des grossesses précoces consiste aussi à renforcer l'éducation à la parentalité responsable. L'engagement des autorités à promouvoir l'éducation et la protection des populations devrait être une nécessité pour tous. On n'oubliera jamais, feu le général Souleymane Kelefa Diallo, l'ancien chef d'état-major général des armées avait péri, ainsi que 10 autres de ses compagnons d'armes dans un crash d'avion. Une commission avait été immédiatement constituée pour enquêter sur cet accident. Depuis mardi, les résultats sont disponibles. Ils ont été rendus publics au cours d'un point de presse. Compte rendu, Sergent Lamine Sanakamara. Donner les résultats de l'enquête sur l'accident d'avion qui a coûté la vie à 11 militaires guinéens le 11 février dernier en territoire libérien. C'est l'objectif de ce point de presse animé par la commission chargée d'enquêter sur cette catastrophe. Nous avons donc travaillé d'arrache-pied pendant 45 jours et nuits. L'enquête s'est étendue sur tous les points, sur tous les articles qui comprenaient l'enquête. À la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cet accident, les conférenciers répondent. Lorsqu'on a analysé les paramètres de l'avion, c'est le fonctionnement et les paramètres de vol, nous avons trouvé que l'avion n'avait pas de défi de problème. Donc la cause technique a été complètement écartée. Donc nous sommes venus sur le facteur environnemental. Donc sur le facteur environnemental, nous avons vu ici que le temps était très mauvais. La visibilité très réduite, les nuages étaient très bas. Donc ce qui empêchait à l'équipage de voir la piste. Donc ça a été une cause, mais indirecte. Et la cause directe a été le facteur humain. Le pilote était compétent, mais le premier facteur aussi qu'il faut considérer dans ce domaine est que le commandant n'a pas bénéficié des repos suffisants avant son vol. La perte cruelle de ces 11 martyrs avait plongé le peuple de Guinée dans une profonde consternation. Pour donc apporter toute la lumière sur ce drame, l'État guinéen et ses partenaires ont mis en place cette commission composée d'experts libériens et nationaux. Depuis sa nomination, le nouveau ministre de la Sécurité multiplie les contacts avec les services relevant de son département. Madi Findjane s'est entretenu récemment avec des responsables des services spéciaux antidrogue et crimes organisés. Il a également échangé avec des commissaires et directeurs de police. Younous Atawel Kamara. Depuis un certain temps, l'insécurité refait surface à Conakry. Pour éradiquer ce phénomène, le ministre de la Sécurité multiplie les contacts avec les différents services évoluant sur le terrain. Madi Findjane s'est rendu à la Direction générale des services spéciaux antidrogue et crimes organisés. Il s'agit pour lui d'expliquer aux responsables et agents de la sécurité la nouvelle stratégie mise en place pour sécuriser les populations et leurs biens. Si nous sommes constitués en corps différents, nos missions sont communes parce que toutes convergent vers un seul but, sécuriser la population guinéenne. De façon sectaire, nous ne réussirons jamais. C'est uni avec la population dont nous avons la charge de sécuriser que nous pourrons sécuriser cette population. La principale difficulté reste à ce jour le manque de confiance entre les forces de sécurité et la population. Le ministre de la Sécurité vient de mettre en place ce qu'il appelle police de proximité pour juguler cette crise. Pour l'heure, le projet ne semble pas porter fruit, alors que la responsabilité de chaque citoyen pourrait aider à lutter contre l'insécurité. Il a montré sa volonté politique, et conformément à la préoccupation du président de la République, qui demande aujourd'hui que les services donnent la main pour faire face à tout ce qu'on est en train de gérer aujourd'hui comme criminalité dans ce pays, pour que les citoyens vivent désormais en paix.
Cette rencontre a mobilisé plusieurs agents de la gendarmerie, de la police et des douanes. Leurs efforts dans la restauration de la confiance avec les citoyens seraient une contribution essentielle dans l'adhésion des populations au projet de police de proximité pour combattre l'insécurité à Conakry et à l'intérieur du pays. Troisième titre de l'actualité ce soir, le gouvernement et le PNUD coordonnent leurs efforts de lutte pour atténuer le changement climatique. Ils viennent d'offrir des équipements aux populations de Kobassé dans la préfecture de Bofa. La démarche vise à faciliter l'adaptation de ces citoyens qui vivent dans une zone côtière vulnérable. Nabi Kamara. Le ministère en charge de l'environnement et le PNUD offrent des équipements et infrastructures aux populations de Koba dans Bofa. Il s'agit d'une unité de glace, un ouvrage de régulation des eaux, des barques motorisées, 2200 foyers améliorés et près de 4000 mètres de digues linéaires. C'est pour renforcer la résilience et l'adaptation dans cette partie de la zone côtière au phénomène de changement climatique. Voilà, ces réalisations sont faites justement dans ce cadre-là, pour minimiser la pression sur le couvert végétal, pour permettre, disons, à la régénération naturelle le long de la côte, et pour même, disons, reboiser le long de la côte afin que les phénomènes de remontée de la mer n'aient pas des impacts sur l'habitat et sur les moyens de production des populations. La directrice adjointe pays du PNUD s'est félicitée de ces résultats obtenus par le projet et a invité les bénéficiaires à une meilleure gestion de ces réalisations et équipements. Nous sommes heureux que ce soit une activité qui soit autonomisée, qui soit prise en main par les paysans, par les bénéficiaires eux-mêmes. Et nous avons vu que ces mangroves qui ont été préservées sont un asset vraiment considérable par rapport au FEM, au programme que nous appuyons ici, mais aussi que ça peut donner par ricochet du travail et des revenus à la population concernée. Les mêmes remarques ont été faites par le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui s'est dit émerveillé par l'engagement et le dynamisme du projet dans la protection des zones côtières contre les phénomènes de changement climatique. Je pars d'ici avec la possibilité de faire profiter d'autres endroits, d'autres localités, ou bien certaines choses que nous menons de l'autre côté, dans le cadre de la préservation de l'environnement, de la lutte contre le déboisement et de la lutte contre la pauvreté. Cet intérêt, n'est-ce pas, je l'ai trouvé abondamment ici. Signalons que c'est un investissement de plus de 4 milliards de francs guinéens qui a été réalisé ici sur le financement du FEM-PNUD. Bokeh attire toutes les attentions en matière de développement depuis le 2 octobre passé. La troisième phase du programme de développement urbain vient de doter la ville d'une nouvelle gare routière. Dans la même foulée, 6 salles de classe ont également été réalisées pour promouvoir l'éducation. Explication, Moussa Bangora. L'avènement de la Troisième République change progressivement le visage de la préfecture de Bokeh. Une nouvelle gare routière et 6 salles de classe viennent d'être inaugurées. Ces infrastructures ont été financées par le gouvernement guinéen et le programme de développement urbain PDU 3. Le montant du projet s'élève à 1,301,920,200 francs guinéens hors taxes. Les travaux exécutés, il y a électrification, il y a terrassement, le remblai, la couche de fondation, la couche de base en latérite. La réalisation de ces édifices publics réjouit citoyens et responsables administratifs de la région. En Afrique du Sud, nous irons à la découverte de quelques effets personnels de Nelson Mandela. Il s'agit de cadeaux et récompenses. Tout est jalousement conservé parce qu'ils constituent de véritables témoignages sur le combat de Madiba. Images et commentaires de nos confrères d'ITV. Derrière cette porte, le temps s'est arrêté. Ce bureau, c'est celui que Nelson Mandela a occupé après son retrait de la vie politique. Tout est là, exactement comme il l'a laissé. Il venait ici presque tous les jours. Il s'asseyait à son bureau et travaillait. Portraits, archives, cadeaux, la fondation Nelson Mandela a amassé une multitude d'objets, certains donnés par Madiba lui-même, d'autres récupérés au fil des ans. Si vous venez par là,
Sur ces étagères, nous conservons les cadeaux et les récompenses reçues par Nelson Mandela. Nous les avons organisés par continent et par pays. Précieusement conservées dans cette salle, les archives personnelles de Nelson Mandela. Madiba notait, gardez tout. Le plus vieux document remonte à 1929, sa carte de l'église méthodiste. Il y a aussi les écrits des années de prison. Au début de son incarcération, il était seulement autorisé à écrire 500 mots tous les 6 mois. Et s'il dépassait, le censeur de la prison les coupait. Il voulait donc s'assurer que ce qu'il écrivait n'était pas trop long, et ça lui servait aussi pour se rappeler ce qu'il avait écrit. Certaines de ces lettres ne sont jamais arrivées, elles ont été interceptées par la censure. Comme celle-ci, où Nelson Mandela s'adresse à ses filles après l'arrestation de leur mère, Winnie. Il leur dit, une fois de plus, votre mère bien-aimée a été arrêtée. Elle et Teddy sont maintenant en prison, loin de vous. Mon cœur saigne quand je l'imagine assise dans une cellule, loin de chez elle. Grâce à ces archives, la Fondation Mandela est devenue un lieu de mémoire, une façon pour le grand public d'approcher l'icône de la réconciliation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez partout en Guinée et dans le monde. Vendredi, ce sera avec Adel Camara pour un autre journal. Bonsoir.